Et puis un jour, j'ai survolé la cordillère des Andes, non pas vers la terre des Incas, mais vers ce pays inimaginable, pris entre les fureurs de l'océan Pacifique, si mal nommé, et la beauté écrasante et souveraine de la cordillère, le Chili. J'étais passé de l'autre côté. J'étais loin vers l'ouest, par-delà la cordillère, dans ce monde du bout du monde de Luis Sepúlveda, dans ce pays de tous les extrêmes, du désert d'Atacama et des glaciers de Patagonie, des massifs indiens mapuches et des anciens colons allemands, des poètes et des dictateurs. Et des histoires ont commencé à naître qui parlaient de ce pays et de sa mémoire. Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché. Il existe des lieux porteurs de tant de mythes et de rêves que l'on est heureux lorsque des écrivains continuent à nourrir notre imaginaire, à nous raconter des histoires réelles ou fictives, peu importe, celles que l'on se repasse la nuit avant de s'endormir. Ici, les lieux sont froids, hostiles et magnifiques. On y rencontre des éleveurs de moutons perdus dans des étendues désertes, des marins luttants dans un Pacifique déchaîné, des âmes perdues des solitudes. Il s'agit du Chili, plus précisément de cette région qu'on appelle la Patagonie, de ces vastes étendues déserts, de ces canaux, de ces forêts, de ces glaciers, de ces fjords, de ces lacs somptueux. Qui a lu et aimé Luis Sepúlveda, Francisco Coloane, Bruce Chatwin, aura un réel bonheur à lire ce recueil de nouvelles intitulé Loin vers l'Ouest et dont nous avons le plaisir de recevoir l'auteur Mireille Picodou Arpaillange. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être venu nous rejoindre. Je pensais que peu d'écrivains nous ont amenés dans ces contrées lointaines, la Patagonie, peu d'écrivains français. Et puis, en me renseignant, j'ai appris qu'il y en avait quand même. Il y en avait eu quelques-uns. Oui, je ne pense pas être une pionnière en la matière. Hein. Je pense que c'est une région qui marque forcément les gens. On ne peut pas aller dans ces régions-là et revenir indemne, je dirais. Donc j'imagine que d'autres voyageurs, nombreux... Très peu, mais d'écrivains très peu. Il y a eu Jules Verne. Pas forcément des écrivains de fiction, mais des scientifiques ou beaucoup de gens qui ont écrit des voyageurs. Voilà. Alors sinon, il y a eu Jules Verne. Il y a eu Saint-Exupéry. Ouais. Et puis, il y a eu également Jean Raspail, alors que nous avons reçu ici pour un autre ouvrage qui avait écrit, moi, Antoine de Tounas, le roi de Patagonie. Bien sûr, oui. Voilà. C'est un ouvrage que j'ai lu il y a très longtemps et qui m'intéresse doublement parce que je suis aussi périgourdine de naissance. Donc, d'accord, voilà. Vous avez beaucoup d'affinités. J'ai beaucoup d'affinités avec Antoine. Alors, pour vous, ce choix vient d'où ? Le Chili, c'est venu en fait assez tardivement. Disons que j'ai une formation d'hispanisante puisque j'ai fait des études espagnoles. Quand j'étais lycéenne, dans mes cours d'espagnol, on ne parlait pas de l'Amérique du Sud. On ne parlait que de l'Espagne dans les années 60-70. C'est vrai. C'est très très peu. C'était considéré comme autre chose que l'Espagne. Et donc j'ai découvert dans mes études supérieures l'Amérique du Sud. Alors d'abord, la fascination première, elle a été pour la cordillère des Andes et pour les pays andins. C'est-à-dire que j'ai commencé à lire quand j'étais étudiante des auteurs comme Ciro Alegría pour le Mexique et plus au sud, donc pour la cordillère des Andes, des auteurs comme j'ai oublié son nom, voilà, Manuel Scorza, qui est mort depuis longtemps maintenant. Qui parlait beaucoup de la cordillère des Andes. C'est une région qui me fascinait. Je ne saurais pas dire pourquoi. Peut-être parce que c'est loin vers l'ouest. Voilà, quelque chose de lointain, une barrière. Et un jour, comme l'aéropostale, je dirais, vous l'avez franchi. Et un jour, je l'ai franchi. Et alors, c'est vrai que avant de franchir matériellement, disons, en avion, la cordillère des Andes, je l'avais franchie intellectuellement puisque quand je préparais mon agrégation, j'ai beaucoup travaillé sur le poète Pablo Neruda, qui m'a beaucoup rapproché du Chili. J'ai lu aussi d'autres écrivains comme Sepúlveda ou Isabel Allende. Coloane un petit peu plus tard. C'est vrai qu'il était moins connu en France, que je l'ai découvert plus tard. Et puis un jour, voilà, ça s'est imposé, le Chili. J'avais décidé de m'offrir un voyage au Chili. Donc j'ai préparé longuement ce voyage sur les traces de Coloane, sur les traces de Neruda. Soit dit en passant, en préparant cette émission, j'ai appris que c'est lui qui avait fait l'éloge funèbre de Pablo Neruda. Tout à fait, c'était un ami de Pablo Neruda, tout à fait. Il y a dans le musée d'ailleurs qui est dédié, je crois qu'aujourd'hui il est un petit peu plus agrandi, mais il y avait un tout petit musée. C'est l'objet d'une de vos nouvelles. C'est l'objet d'une de mes nouvelles. Le musée y apparaît, mais ce musée existait vraiment quand j'y suis allée.
Il était absolument minuscule et il y avait une photo justement où on voit Pablo Neruda et Francisco Coloane qui étaient amis. Ouais. D'accord. Alors, ce que je trouve, c'est que d'emblée, vous faites une description des lieux et de la beauté des lieux qui est magnifique. Vous parlez du calme et la beauté d'un début du monde. Et je trouve ça très beau. Et j'aimerais que vous nous en lisiez un petit extrait, un extrait d'une de vos nouvelles, dans laquelle vous parlez de ces... Tout au cours d'ailleurs de ces nouvelles, on rencontre quelques descriptions, et ce qu'il y a de bien, c'est que ce ne sont pas de longues descriptions sempiternelles et qui peuvent ennuyer le lecteur, mais c'est juste au passage un aspect nouveau de la Patagonie, entre autres, puisqu'il n'y a pas que la Patagonie quand même, et justement, ça n'alourdit pas, bien au contraire, le sujet. Mais il faut dire que les paysages ont une telle force, une telle présence, que ce sont des personnages à eux seuls. Je veux dire, on ne peut pas faire... sans les citer, sans en parler, voilà, ils sont trop Alors, présents. page 39, il y a un court passage qui parle de l'Isla Negra. Alors, c'est vous qui allez prononcer ça, hein, parce que Oui, alors Isla Negra, donc en fait, ça se trouve beaucoup plus au nord. C'est l'endroit où vivait Pablo Neruda les derniers temps de sa vie, là où il y a un musée qui lui est dédié aussi actuellement. Mais le début de la nouvelle fait allusion au sud du Chili, où Pablo Neruda avait fait un voyage, justement. Donc voilà, il est question de la Patagonie, donc. J'ai rencontré le poète sur le lac General Carrera, alors que j'arrivais d'Argentine. Ce lac chilien, tu t'en souviens, se poursuit chez nos voisins, et j'étais allé de l'autre côté de la frontière, comme souvent, chercher de la marchandise. Le poète qui séjournait à Chile Chico, sur la rive sud, découvrait depuis le bateau la beauté éternelle des paysages patagoniens. Installé à la proue, il laissait son regard s'abîmer dans les eaux bleu turquoise du lac, puis le portait vers les cimes enneigées, murmurant pour lui seul des mots d'admiration pour toutes ces richesses que lui offrait sa patrie. Alors, vous parlez très souvent de la beauté des lieux, que ce soit les fjords, que ce soit les glaciers, etc. Mais vous montrez également cette nature toute puissante, où l'homme est vraiment minuscule. Déjà, en nombre, c'est peu peuplé. Très peu, oui. La province d'Aysén a 0,08 habitants au kilomètre carré, quelque chose comme ça, la province de Patagonie. Ouais. Et vous montrez donc la nature toute puissante et ses dangers. Alors évidemment, il y a la peur de la tempête, il y a le froid, hein, qui peut faire périr. Il y a les cataclysmes, il y en a. Oui, bien sûr, il y a les tremblements de terre. Le Chili est un pays d'éruptions volcaniques, de tremblements de terre. Alors j'ai un lecteur justement qui m'a envoyé un mail récemment me disant que j'avais eu des visions prémonitoires, puisque je parle d'un tremblement de terre d'Apalaïso, mais ça n'a rien de prémonitoire. Le Chili est sans arrêt. Oui. Oui. Soumis à ce type de cataclysme. Et alors, justement, d'ailleurs, dans une de vos nouvelles, vous parlez d'un séisme à Valparaiso. Alors, parlez un petit peu à nos auditeurs de Valparaiso. C'est quand même une ville particulière. Oui, c'est comme tout le Chili, c'est une ville folle. Le Chili est un pays fou par sa géographie, hein, du nord au sud, c'est tellement varié. Il a une forme tout à fait extraordinaire et inhabituelle. Et Valparaiso est une ville comme ça un petit peu folle aussi parce que elle est accrochée sur des collines au-dessus d'une baie qui est très belle. Et donc dans Valparaiso, on monte et on descend sans arrêt. On monte, on redescend. Il y a ce qu'on appelle des ascensores, c'est-à-dire des gens de funiculaires très anciens mais qui fonctionnent encore. Donc voilà. Les maisons sont accrochées dans le vide. Les maisons sont forcément accrochées sur les pentes des collines. Voilà. Donc c'est une ville à escalier, à funiculaires. Et vous parlez de ce séisme. Est-ce que c'est le séisme lui-même que vous comparez à la baleine blessée? Ça, c'est une image qu'utilisait le poète Pablo Neruda. Il disait que Valparaíso, quand il était secoué par des tremblements de terre, s'agitait comme une baleine blessée. C'est une comparaison du poète Pablo Neruda. Voilà. Et vous dites à un moment donné, et il y eut alors ce rugissement dont personne, tout d'abord, ne fut capable de comprendre l'origine. Durant quelques secondes, il occupa l'espace comme un avertissement venu du tréfonds de la terre avant que celle-ci ne se déchaîne. Le sol se mit alors à monter, descendre, aller d'un côté à l'autre avant de reprendre un mouvement vertical, comme acharné à tout détruire. Valparaiso agonisa dans les crevasses, la poussière, les
l'incendie et les vagues gigantesques qui se jetèrent sur la ville basse. Au mugissement des entrailles de la terre succédèrent les hurlements de terreur des habitants. Des torrents humains dévalaient les rues et les escaliers en criant « Seigneur, miséricorde ». Voilà, vous me montrez... Et alors, effectivement, ça fait écho à la venue d'un écrivain qui est haïtien. Et je sens que tout d'un coup le nom va m'échapper, mais qui a écrit évidemment, qui était à Haïti au moment du tremblement de terre, car le festival Autonome Voyageur devait se dérouler. Vous parlez de Denis Laferrière ? De Denis Laferrière, voilà, et qui est venu ici oui. et nous parlait de cet ouvrage qu'il a écrit d'ailleurs, parce qu'il a vécu de plein fouet ce tremblement de terre. Moi personnellement, je n'ai pas vécu de tremblement de terre aussi fort que celui de Valparaíso de cette année-là. J'en ai vécu un tout petit à Dakar, mais bon, j'ai lu des récits, et puis voilà, l'imagination de l'écrivain. J'imagine ce que peut être l'horreur d'un tremblement de terre d'une telle ampleur. Oui. Oui, et alors cette nature donc violente, par exemple également les glaciers, l'idée qu'ont les hommes, les pêcheurs de disparaître dans les entrailles du glacier, qui va nous digérer, ils ont peur de cela. Voilà. Alors ça, c'est vrai que c'est assez fort. Il y a une violence et que l'on retrouve aussi chez les hommes. Oui, c'est une nature qui est effectivement fascinante, d'une beauté extrême, comme vous l'avez déjà signalé, mais aussi extrêmement dangereuse, violente. Ce sont des terres de tempête, de froid, de neige, de glaciers, voilà. Oui. Donc, c'est une région où on peut aussi se cacher, hein, comme le montre la nouvelle sur le fjord de Krital, on peut s'y cacher, en même temps on en est prisonnier, on ne peut pas forcément en partir, on tourne en rond dans certains espaces qui peuvent être clos. C'est une nature qui n'est pas aimable, hein. Elle est belle mais pas aimable. Mais pourtant des hommes s'y installent. Oui, pour des raisons différentes, par nécessité, par hérédité, j'allais dire, parce que les parents étaient là, comme par exemple le berger dont vous parliez tout à l'heure, qui est perdu au fin fond d'un espace par ailleurs complètement détruit où il n'y a plus d'arbres, avec ses moutons, parce que ses grands-parents sont arrivés là d'Argentine, s'y sont installés, il y est resté. Il peut y avoir des gens qui se cachent, comme je le disais. Ou d'autres peut-être qui sont séduits par cette... Ou d'autres qui sont séduits. Alors... dans mon livre, il n'y a pas tellement de gens séduits par cette nature. Ils en sont plutôt prisonniers, en fait. Oui. Par exemple, à part le jeune homme qui a perdu la mémoire dans la première nouvelle et qui reste obstinément sur cet îlot du phare des évangélistes. En même temps, il en est prisonnier, quoi. Il ne peut pas partir pour des tas de raisons. Il ne s'explique pas. C'est pas un souhait, c'est pas un désir, c'est plutôt une contrainte. Voilà. Mireille Picodou-Arpaillan, je vous propose une pause musicale et nous reprenons tout de suite après. Allá va la Corrupanco,
Parole d'auteur. Monique Fauché. Voilà, nous retrouvons Mireille Picodou-Arpaillange qui vient nous parler de son ouvrage intitulé Loin vers l'Ouest. Il s'agit de nouvelles éditées chez Loubatière. Et nous sommes vraiment loin vers l'ouest puisqu'il s'agit du Chili. Alors évidemment, moi dans l'introduction, je parlais de Patagonie, on parle et bien sûr de Santiago, mais pas tellement de la ville parce que bon, dans le fond, qu'est-ce qu'elle a la ville est secondaire effectivement dans l'histoire. Hein. Oui, mais c'est vrai qu'on est tout de suite séduit. Et d'ailleurs, on pourra dire qu'il y a un tourisme qui s'installe maintenant en Patagonie. Oui, alors moins qu'en Patagonie et Argentine. Hein. C'est surtout la Patagonie argentine qui attire beaucoup de touristes. La Patagonie chilienne, il y a davantage de touristes nord-américains. Oui, à Punta Arenas. Punta Arenas peut-être un peu plus. Oui. Puerto Natales un tout petit peu. Vers les volcans du Paine, vers le sud. Oui, il y a un petit peu de tourisme effectivement qui commence à se développer. Quand je dis Punta Arenas, parce que tout de suite, moi qui ne connais pas du tout le Chili, mais Punta Arenas, l'île de Chiloé aussi, tout de suite. L'île de Chiloé, c'est déjà le nord de la Patagonie. Hein. Ce sont des paysages déjà beaucoup plus riants, verdoyants, des prairies, des vaches. Ça n'a rien à voir avec Punta Arenas, qui est beaucoup plus froid. Hein. On est beaucoup plus au sud. La géographie est telle qu'on a du mal à imaginer les distances, quoi. À l'échelle européenne, c'est totalement différent, quoi. Quelle est du nord au sud? Alors, du nord au sud, plus de 4000 km du nord au sud, alors qu'en largeur, 180 km plus large, en moyenne, à peu près. Oui. Donc, il y a des endroits où même c'est plus étroit. D'où la difficulté de difficulté de circuler, déjà, parce que, par exemple, au-delà de la ville de Puerto Montt, qui se trouve dans le nord de la Patagonie, il y a une route qui continue un tout petit peu, mais très vite s'arrête jusqu'à Chile Chico, et après il n'y a plus de route. Donc après, on ne va dans le sud qu'en avion ou par bateau. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route du tout. Il y en a une, mais elle ne va pas jusqu'au sud. Parce qu'à un moment donné, si vous voulez, bien au sud de l'île de Chiloé, la Patagonie chilienne, la cordillère des Andes tombe directement dans la mer. Donc vous avez des fjords, il n'y a plus de passage possible. Mais il n'y a pas de passage possible. Donc là, on cabote en bateau, on va en avion. Oui. Là, les paysages doivent être vraiment magnifiques. Oui, voilà, c'est l'état premier. On imagine ce que pouvait être la nature. Je crois qu'en Europe, on a perdu complètement cette idée-là de ce qu'était la nature avant l'homme. Oui, et là, c'est vraiment ça, quoi. Il y a des espaces immenses où c'est vierge. Oui, l'homme n'a rien abîmé. Il a une empreinte tellement insignifiante qu'il y a des tas d'endroits où on ne le remarque même pas. Oui. Alors oui, il y a cette nature très belle, cette violence qui se dégage de la nature, parce que apparemment, c'est des rochers, des glaciers, c'est un Pacifique qui n'est pas du tout pacifique. Non, il n'en a que le nom. Il n'en a que le nom. Et il se dégage des nouvelles une impression que l'homme a peur quand même, a une inquiétude. Oui, mais c'est une terre violente. Déjà historiquement, quand on pense à la conquête espagnole, ce qu'était la lutte des conquistadores contre les Indiens Mapuche en particulier, qu'on appelait Araucanes à l'époque. Voilà, l'histoire s'est construite aussi dans la violence. Il y a la violence de la nature, il y a la violence des hommes aussi, c'est sûr. Oui. Et puis sans parler de la dictature plus récente. Voilà. Et puis quand je parle de peur, évidemment, vous parlez de situation. Par exemple, au phare, dans la première nouvelle, en particulier le phare des évangélistes, effectivement, c'est très impressionnant parce qu'accéder à ce phare quand il y a la relève, c'est chaque fois au péril de sa vie. Je ne suis pas allée. C'est le seul endroit où je ne suis pas allée parce que ça n'est pas accessible. Commun des mortels. Mais là, vous pouvez vous projeter sur un phare ici. Mais par contre, l'histoire m'a été inspirée par un reportage que j'ai vu à la télévision sur ce phare. Et le fait que les gardiens de phare accèdent en grimpant sur une corde, une espèce de cordage qui est accroché au rocher, je l'ai vu dans cette émission-là. Je l'ai vu de mes yeux, donc je pense que ça se passe effectivement comme ça. Donc ce lieu m'a beaucoup impressionné. Oui. Donc là, c'est un lieu que j'ai davantage imaginé.
Mais ça correspond, je pense, en grande partie à la réalité, parce que c'est très au sud de la Patagonie, donc dans des régions très très tourmentées d'un point de vue climatique. Oui. Oui, alors là, la vie dans le phare, vous montrez, alors vous expliquez pourquoi ils sont 2, et là même 3 dans cette nouvelle. C'est une vie communautaire pendant 3 mois, même plus davantage, ouais. Quand vraiment ils sont coincés. Et évidemment, ce sont des rencontres éphémères, mais qui laissent des traces. Il y a dans vos nouvelles, il y a des images qui restent. Et je pense à ce phare, justement, la relève et cette inquiétude qu'a celui qui vient d'arriver en pensant que dans 3 mois, il faudra qu'il se jette dans la barque. Oui. Bon, il y a également, lors de ce séisme, ce balcon, cette avancée qui va tomber dans l'abîme, ou dans la mer, je ne sais plus où. Non, sur la ville basse. Et des choses, oui, sur la ville basse. Il y a des images qui sont assez prenantes. Et également, alors, autre aspect également, vous parlez, au moins dans 2 nouvelles, du poids de ce passé terrible, la dictature de Pinochet, 2 nouvelles qui sont liées à cette dictature et aux exactions. Et là aussi, c'est quelque chose qui poursuit certainement la mémoire du peuple. Mais la réalité, c'est que jusqu'à une époque très récente, on commence un tout petit peu, mais jusqu'à une époque très récente, il n'y a pas eu de procès, contrairement à l'Argentine qui a fait des procès contre les militaires de la dictature de la même époque que Pinochet. Au Chili, on n'a pas poursuivi les bourreaux. Donc les bourreaux sont en liberté. Il n'y a pas eu de procès. Il n'y a pas eu de procès. Alors ça commence tout juste avec Michel Bachelet. Il y a eu un début de procès, mais ça a été très tardif par rapport à d'autres pays. Et à l'époque où je suis allée au Chili, donc en 2004, les bourreaux étaient toujours en liberté. Et je sais que par exemple, une femme vivait, je mets un article là-dessus, une femme vivait dans un immeuble, dans le même immeuble que le bourreau qui avait torturé son mari, général à l'époque, qui avait été fidèle à Salvador Allende, qui n'avait pas voulu rejoindre Pinochet, qui avait été torturé donc à la Villa Grimaldi, qui était un des lieux de torture à cette époque-là. Et le bourreau, donc le responsable de cette Villa Grimaldi, enfin un des responsables, vit encore probablement, je ne sais pas, dans le même immeuble que la femme d'un homme qu'il avait tué sous la torture à cette époque-là. Comme quoi, oui, c'est une situation qu'on retrouve donc, au Cambodge aussi. Voilà, j'imagine que ça se produit dans d'autres pays. Oui, mais bon, on a du mal à imaginer ce que ça peut être au quotidien. Quoi. Tout à fait. C'est une situation. Donc voilà, ça m'a inspiré cette histoire de. Et il y a une nouvelle assez extraordinaire où cet homme qui a été torturé est hanté par l'odeur de son tortionnaire et en fait il va se venger terriblement. Et malgré tout, cette odeur-là va rester. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Et ça veut dire qu'en fait, je pense que c'est quelque chose. Il essaie de se débarrasser absolument de ce souvenir atroce. Et voilà, on ne se débarrasse pas d'un souvenir atroce, il vous suit à vie, on ne peut pas s'en débarrasser. Oui, et même là, la mort n'efface pas tout ça. La mort n'efface rien, en fait. Oui. Je pensais à l'importance des symboles dans votre ouvrage. J'en ai vu plusieurs. Ah oui, des symboles. Oui, vous parlez par exemple de cette figure de proue. Cette femme. Ah oui, mais parce que ça, c'est en lien avec le personnage, enfin la personnalité de Pablo Neruda. Pablo Neruda était un amateur de mascarones de proa, donc de figures de proue, qui collectionnait. Et dans sa maison d'Isla Negra, qui est aujourd'hui un musée, il y a sa collection de figures de proue qui représentent différentes zones, en particulier de 2 femmes très belles. Donc le personnage, la figure de proue qu'il y a dans ma nouvelle est totalement fictive, je l'ai inventée, mais voilà, elle est inspirée de cette oui, alors vous voyez comme quoi le lecteur ensuite. Oui, mais c'est ça qui permet c'est bien. C'est bien que le lecteur rêve ensuite. Oui, parce que effectivement cette femme cette figure de proue, mais qui est vraiment qui est personnalisée. En fait, on en parle comme d'une femme, réelle. Bien sûr, vous en parlez comme et je me dis dans je vais dire dans ce monde de brutes, mais dans cet océan déchaîné. C'est une image de douceur à laquelle visiblement les marins tiennent, et c'est sans doute vrai. Alors, ce qui est surprenant, c'est qu'effectivement, les marins ne veulent pas, par tradition, qu'une femme monte sur un bateau. Ça porte malheur. Oui. Et malgré tout, ils ont souvent des figures de proue représentant des femmes. Oui, voilà une contradiction intéressante. Oui. De même que alors ça, c'est également vrai. Ça, c'est l'arbre sacré des Mapuches. Vous nous parlerez des Mapuches. C'est l'Araucaria.
que l'on voit de temps en temps ici, me semble. Oui, un tout à drôle fait. d'arbre. C'est un arbre avec des aiguilles un petit peu. C'est une variété de pins, Comme un arbre de pinces. Noël dessiné par un enfant. Un peu, voilà, c'est très stylisé, oui, c'est ça. Oui. Bon, et c'est là aussi, c'est quand même l'arbre sacré et ça représente Oui. quelque chose d'important. Et pour les Indiens Mapuche, ça représentait déjà la nourriture, par exemple, parce que cet arbre produit des genres de graines, de cosses, à l'intérieur desquelles ils récupéraient la farine qu'ils broyaient, qui était la base de leur alimentation, qui conservait pour Donc, l'hiver, ça- etc. ça avait Donc, un aspect, ça avait déjà un aspect. important. Et puis, voilà, c'était l'arbre qui symbolisait le peuple Mapuche. D'accord. Depuis l'origine des temps, D'accord. je suppose. Oui. Voilà. Une Parce que des c'est- populations donc qui Alors, habitent. les Mapuche, ils habitent, disons, si on prend le Chili dans sa totalité, vous avez les déserts d'Atacama au nord, la capitale Santiago qui se trouve à peu près vers le milieu, tout à fait au sud de la Patagonie, et la région intermédiaire entre le sud de la capitale et la Patagonie, voilà, c'est la région des lacs et des volcans, la région où vivent toujours les Mapuches, ces Indiens D'accord. Mapuche, qui vivent aussi en Argentine, il y en a une partie en D'accord. Argentine. Alors Mireille Picodou Arpaillant, je vous propose une pause musicale, une seconde, et nous reprenons ensuite. La rosa con el clavel hicieron un juramento y pusieron de testigo a un jazmín y un pensamiento. Eso es, compadre. ¡Ay! La rosa con el clavel, mi vida hicieron un juramento, mi vida hicieron un juramento, mi vida y pusieron de testigo, mi vida a un jazmín y un pensamiento, mi vida la rosa con el clavel. No me tires con rosa, allá va que tiene espina. Tírame con violeta, allá va que son más finas. No me tires con rosa, allá va que tiene espina. Que son más finas, allá va rosa con dalia. ¿Dónde irá mi negrita? Allá va que yo no vaya. Anda rosa con dalia, allá va que yo no vaya. Parole d'auteur. Monique Fauché. Mireille Picodou Arpaillant est l'auteur d'un ouvrage composé de nouvelles intitulé Loin vers l'Ouest, édité chez Loubatière. Et nous parlions à l'instant donc du Chili, puisque tout se situe au Chili, Santiago, Valparaiso, et beaucoup de nouvelles se situent en Patagonie. Et on parle aussi des populations autochtones. Alors les Mapuches, le peuple de la terre, quelle est leur relation avec les envahisseurs ? Parce que vous en parlez, ça. Oui, ça, oui, il y a une nouvelle qui est consacrée à ça. Effectivement, alors à l'époque, les Espagnols les appelaient Indiens Araucans, les Araucans. En fait, eux-mêmes s'appellent Mapuche, mais ce sont les mêmes. Ce sont les seuls donc Indiens d'Amérique du Sud et même d'Amérique centrale qui aient vraiment durablement résisté aux envahisseurs espagnols. Ils se sont longtemps battus contre les envahisseurs. Ils étaient connus pour leur courage et en particulier un de leurs héros qui s'appelle Lautaro, dont il est question dans la nouvelle. Voilà, qui s'est longuement et courageusement battu contre eux. Voilà, à la différence, par exemple, des Incas, qui ont été tout de suite dominés par les Espagnols, alors que leur empire était beaucoup plus important et beaucoup plus fort. Les Indiens Araucans, Mapuche, donc, ont beaucoup résisté. Et résistent encore aujourd'hui, je dirais, parce qu'il y a actuellement au Chili un mouvement Mapuche qui a pris naissance, qui se manifeste de temps en temps, de manière assez régulière. Et par exemple, vous parlez de zones qui ont été
incendiés volontairement pour mettre des pâturages qui ont été abandonnés. Ça fait... Oui, ça c'est autre chose. Alors ça c'est beaucoup plus tardivement. Ça se passe début XXe siècle. C'est une compagnie anglaise. C'est-à-dire le Chili, voilà. Le Chili a considéré que, à un certain moment de son histoire, après son indépendance, c'est-à-dire fin 19e, début 20e, qu'il fallait peupler toutes ces régions du sud, de façon à ce que, par exemple, les voisins argentins n'aient pas tendance à grignoter un peu trop de territoire. On trouvait aussi qu'il fallait peupler davantage de blancs parce on trouvait qu'il y avait trop de population indienne dans ces régions-là, oui. Ou pas assez de population tout court d'ailleurs. Donc il y a eu plusieurs choses qui ont été faites. On a vendu des terres, donc par exemple à une compagnie britannique qui a effectivement brûlé entièrement la forêt pour créer des pâturages. Suite de quoi ça a été abandonné parce qu'on s'est aperçu qu'en fait le climat ne convenait pas, que les moutons n'appréciaient pas spécialement, c'était pas si bien que ça, donc on a renoncé. Et effectivement, on peut voir, j'ai traversé cette région-là, on voit effectivement des zones dévastées. On voit encore des arbres, voilà, des restes de troncs d'arbres, des moignons d'arbres. C'est assez fascinant comme endroit et assez sinistre, il faut bien le dire aussi. Ça, oui, certainement. Mais voilà, ça s'est effectivement passé comme ça. Alors, on parle de la colonisation espagnole, bien sûr, mais il y a eu une colonisation germanique. Et pas à celle qui est arrivée, parce que je pense quand même qu'il y a eu des Allemands nazis qui sont venus au Chili. Mais alors, il y a deux choses différentes. Oui, alors, il y a d'une part la suite de ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire que on a fait venir aussi le gouvernement chilien pour donc peupler ces régions-là, a fait venir d'Allemagne, a envoyé des propositions aux gens, en Allemagne en particulier. Alors pourquoi l'Allemagne, je ne sais pas trop, mais en tout cas en Allemagne, en leur disant voilà, vous venez, on vous donne tant de planches, tant d'animaux, des clous, c'était très 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 précis. Il y a eu des Français en Argentine qui ont fait la même chose. Il y a quelques Français aussi, mais il se trouve que là, il y a une grosse colonie allemande qui s'est installée dans la région des lacs et des volcans. Donc ça, c'était fin 19e, début 20e. Alors après, il y a eu effectivement aussi, probablement, c'est sûr même, quelques Allemands réfugiés nazis qui ont dû effectivement, compte tenu qu'il y avait cette colonie déjà installée, qui sont venus se greffer, sur cette colonie plus ancienne et intégrée au pays. C'est vrai qu'en lisant votre nouvelle des lacs et des volcans, où on voit un jeune indien, un jeune autochtone, se révolter, être furieux contre ces invasions qui les dépossèdent, parce que comme partout ailleurs, souvent dans des pays où il y a eu une forme de colonisation, les populations d'origine sont démunies, hein, on les met en... Oui, bien sûr. Voilà. Mais on se dit, comment peuvent-ils cohabiter tant leurs croyances, leurs coutumes, leurs valeurs sont différentes ? Ils vivent pour la plupart dans des réserves, hein. Comme les Indiens comme aux États-Unis. Oui. Alors beaucoup maintenant ont émigré. Ils ne sont pas tenus de vivre dans les réserves. Il y en a beaucoup qui vivent dans les banlieues de ville. Bon, mais ils constituent la frange la plus pauvre, la plus démunie de la population, souvent, hein, dans la capitale par exemple. Mais c'est vrai qu'ils conservent intacts, mais pas seulement les Indiens Mapuche du Chili, hein, c'est vrai aussi pour les Quechua, c'est vrai oui, bien sûr. Au Pérou, en Bolivie. Oui. Ils conservent des traditions et ils sont en lutte souvent. Par exemple, assez récemment, au début des années 2000, le gouvernement a décidé de construire une centrale électrique sur un fleuve qui s'appelle le Biobío, qui est au sud de Santiago, de la capitale. Donc d'inonder toute une vallée, forcément, en construisant un barrage, qui était un territoire mapuche, et un lieu qui pour eux était important, puisqu'il y avait des lieux liés, l'équivalent de ce qui serait pour nous un cimetière, lié à leurs ancêtres, etc. Donc ils se sont battus très longtemps, des années, contre ce projet. Ils ont perdu, donc voilà, encore un territoire qui a été enlevé au Mapuche. Oui. Alors on peut toujours dire, effectivement, le Chili a besoin d'électricité, a besoin de... Oui, bien sûr. Voilà. Oui. Enfin, bon. Il y a une nouvelle que je trouve particulièrement étrange. Vraiment. Ah. Mais vous allez peut-être être étonné. C'est celle dans laquelle il y a Oscar et Julio. S'il s'agit d'une croisière, oui. Une croisière tout à fait classique, parce que je connais maintenant des Français qui partent en croisière tout à fait dans le sud de l'Amérique du Sud. Et tout est normal, mais il se passe quelque chose. Alors là, j'ai trouvé ça
étrange et étonnant. Mais c'est-à-dire que il y a une histoire dans l'histoire. Hein. Et oui, c'est ça. C'est un peu une mise en abîme. Hein. Voilà, il y a un roman qui est en train de lire un personnage. Oui. Et on se prend à oublier que c'est un roman oui. qui est lu. Tout à fait, on le retrouve à la fin seulement de l'histoire, oui. Oui, parce que c'est un endroit où je suis allée aussi, qui est assez fascinant, parce que là, on approche un glacier, donc... Et approcher un glacier, ça donne le frisson. C'est-à-dire que vous avez toutes les 2 ou 3 minutes, parfois plus rapprochées, parfois un peu plus long, ce qu'ils appellent un desprendimiento, c'est-à-dire que la glace s'effondre dans le fjord, dans un fracas épouvantable. Ça provoque un mini raz-de-marée. Voilà, parfois, oui, voilà. Et il y a eu d'ailleurs des accidents avec des gens qui étaient trop proches. C'est évident qu'il ne faut pas trop s'approcher. Hein, c'est assez impressionnant. Et entre 2 effondrements, on entend le glacier qui craque, des craquements absolument sinistres. Donc, ce sont des lieux qui sont assez fascinants, qui font peur. Mais cette peur, on retrouve, je crois que je le dis à un moment donné, cette peur que pouvaient avoir les premiers hommes sur la Terre face à la nature qu'on domine absolument pas, quoi. Et cette peur je crois qu'on a oublié en Europe. Alors, on s'émeut quand il y a une catastrophe, on dit, ah bon, mais la nature est puissante. Parce qu'il y a une assistance toujours à apporter de la main. Alors que là, on se retrouve face à quelque chose de premier, de primitif, qui effectivement effraie, c'est sûr. Oui, on peut se perdre dans une forêt. On peut se perdre dans une forêt, comme un personnage se perd, oui, on peut se perdre dans une forêt. Alors, ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que dans chacune de vos nouvelles, on retrouve un personnage d'une nouvelle précédente. Oui. Ça, c'est moi qui me suis un petit peu amusée, je vais dire. Oui. Parce que je trouvais intéressant qu'il y ait un fil. Parce que, voilà, c'est parti de l'idée, en fait, que le Chili, comme on l'a dit, a une géographie tout à fait bizarre. Hein. Au nord, on est dans un désert, on est aux tropiques. Le sud, on est en Antarctique, hein, il y a les pingouins. Donc voilà, c'est une géographie très bizarre. Donc des régions forcément différentes, des populations différentes. On a des Indiens du Nord et du Sud qui ne sont pas du tout les mêmes. On a des Blancs, on a des descendants d'Allemands. Voilà, toute cette population-là, tout ce pays-là est assez... Je le voyais un peu comme un puzzle. Mais en même temps, c'est un pays, le Chili. Et quand on va au Chili... il y a une grosse insistance sur ça. Le Chili est un pays, le Chili est notre patrie, un seul Chili. Il y a beaucoup cette idée-là, parce qu'effectivement, besoin de resserrer, c'est tellement différent, tellement. Et donc je me disais que voilà, mes nouvelles étaient un petit peu comme les morceaux dispersés du Chili, mais qu'il fallait quand même les relier quelque part par quelque chose. Donc voilà, ce petit fil rouge qui suit d'un récit à l'autre. Et moi, je me disais aussi, ça c'était peut-être un point de vue un peu erroné, c'est que dans cette nature immense, les hommes finissaient par se retrouver aussi. Peut-être, oui, peut-être. C'est une façon de se sécuriser quelque part. Alors, il y a la dernière nouvelle, c'est un hommage à Coloane, dans l'île de Chiloé, dans l'île de Chiloé. Oui, il est né à Camché, oui. Voilà. Bon, alors... Il n'y a pas de tombe puisqu'il a voulu... Non, alors effectivement, ça, je raconte un petit peu mon histoire là, parce que je suis allée à Kemchi pour voir la tombe de Coloane et je voulais absolument voir sa tombe. Et arrivé à Kemchi, je m'arrête, je suis en voiture, je demande à une dame au bord de la route où se trouvait le cimetière parce que je voulais voir la tombe de Coloane. Et là, la dame m'arrête tout de suite, elle me dit, je suis une cousine, alors cousine peut-être au sens large parce que bon... Chiloé, tout le monde est sur une île, oui. Mais bon, elle me dit, je suis la cousine de Coloane, et ça, je peux vous affirmer qu'il n'a pas de tombe, parce que ses cendres ont été dispersées dans le détroit de Magellan. Donc voilà, donc j'ai été très déçue, en fait, de ne pas pouvoir trouver la tombe de Coloane, et je savais pas que ces cendres... Mais il y a un petit musée. Mais il y a un petit musée qui a été agrandi depuis, hein, je me suis tenu un petit peu au courant de l'actualité, il a été agrandi depuis. Mais même un petit musée, c'est peut-être quelque chose d'important. Voilà, sa maison natale n'existe plus, parce que, comme c'est dit dans la nouvelle, ça c'est vrai aussi, elle a été emportée par une tempête, parce que ce sont des maisons, vous savez... qui sont bâties sur pilotis au-dessus de l'eau, hein. Il y en a beaucoup à Chiloé. Ça, c'est étonnant. Ce sont des maisons... vous avez un accès par la rue sur l'arrière, et puis tout le reste est sur l'eau, sur pilotis. Oui. Et donc c'était une maison de ce type-là. D'ailleurs, Coloane raconte dans ses mémoires que quand il est né, donc c'était en hiver, au mois de juillet, en hiver austral, quand sa mère a accouché dans cette maison, il a, dès qu'il est né, entendu la rumeur de la mère,
qui a sans doute déterminé ensuite son amour de la mer, le fait qu'il ait voyagé Et sur je le bateau. trouve que sa maison ait été emportée par les Oui. flots, c'est également pas vrai, mal, c'est ça. vrai, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, Mireille Picodou, Arpaillant, je vous remercie d'être venue nous Merci parler à vous. du Chili, de la Patagonie et de votre ouvrage Loin vers l'Ouest aux éditions Loubatière. Au revoir. Au revoir, merci à vous, au revoir.